Merci. Et écoutez, je me trouve un peu embarrassé parce que ça m'inspirait de revenir à ce sujet de recherche et j'ai donc écrit 40 pages. J'ai calculé que ça fait à peu près 3 heures et je ne pense pas que vous soyez disposé à tenir cette durée tout à fait raisonnable de 45 minutes. Alors je pourrais soit vous découper des morceaux, soit essayer de parler d'abondance en me référant à mon texte, et ce sera peut-être plus vivant comme ça. Donc je vais essayer de vous raconter, en regardant de temps en temps mon texte, un certain nombre de choses qui me paraissent avoir de l'intérêt. Et à propos, si vous voulez recevoir en PDF le texte de 40 pages, supposez que ça vous motive, vous pouvez m'envoyer simplement un mail à marc.angenot@mcgill.ca. Je vous enverrai très volontiers le truc en PDF. J'aurais dû le mettre sur mon site, mais j'y ai pas songé. Alors voilà, j'ai un peu changé le titre parce que j'y ai mis des noms. Je dirais donc émergence du genre de l'anti-utopie en France, Souvestre, Giraudot, Robida et Richter. Ce sont 4 noms qui sont certainement oubliés, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas produit un effet à la fois politique et littéraire, si on veut, à l'époque de la parution de leurs livres. Et bon, commençons par quelque chose comme des dates. Le 1er janvier 1800, Robert Owen, éminent réformateur anglais, ouvre à New Lanark, en Écosse, une sorte de... C'est le premier passage à l'acte de l'histoire de la modernité, une sorte de manufacture humanitaire dans laquelle le vil argent et, ce qui était rare en Angleterre seulement pour les gens très riches, les billets de banque, sont remplacés par des billets qui portent 1 hour et c'est multiple. C'est-à-dire que le balayeur de la manufacture travaille pendant 1 heure, il balaye, et puis il va chez le médecin de service et demande 1 heure de son temps. Temps pour temps, c'est une des manières dont le XIXe siècle a conçu l'idée d'égalité. Et donc il y a ici de quoi parler pendant plusieurs heures, j'abandonne ce point. Et donc entre le 1er janvier 1800 et le 25 décembre 1991, où M. Gorbatchev consacre la disparition de l'Union soviétique, qui avait été pendant 75 ans l'incarnation des rêves utopiques du XIXe siècle. Donc entre ces 2 dates, s'est déroulé ce qu'on pourrait appeler la modernité. Après, vous prendrez n'importe quel autre mot qui vous convient. Et maintenant, le mot d'utopie. Quelques mots là-dessus. Le mot d'utopie et la chose ont changé de sens aux alentours de la Révolution française et sans relation directe avec les événements. Et l'utopie a changé de sens dans la mesure où, jusque dans les années 1770, utopie, et tout homme cultivé ou femme connaît les noms de Campanella, de Thomas More, etc. Utopie désigne une sorte de genre mineur de conjecture philosophico-littéraire, de Verfremdung, de distanciation, et c'est sous Louis-Philippe que le mot change de sens. Utopie va désigner ce qui est rejeté par les esprits pondérés hors du possible présent ou futur, et justement, un néologisme est apparu en 1832, socialisme. Le socialisme, toute école confondue, est à ce titre montré utopique dans son essence même. Et justement, plus utopique que les vieux romans de Thomas More et de Tommaso Campanella, qui ne se présentaient comme des spéculations et non pas comme des systèmes politiques. 2 choses sont arrivées avant la Révolution. La première, qui est à mon avis décisive, et comme souvent les grands événements dans l'histoire des idées, les contemporains ne le remarquent pas et nous l'avons oublié, c'est le moment où en 1774, Louis-Sébastien Mercier place l'utopie non pas dans une île des antipodes, comme ça avait été la règle, y compris chez Gulliver, mais place l'utopie dans l'avenir. L'an 2440, rêve s'il en fut jamais, est l'utopie de Mercier. C'est une utopie
qui se place dans l'avenir. Mercier, qui va être membre du Conseil des 500 sous le Directoire, qui est un Girondin, va dire et répéter, et les gens l'ont cru, qu'il avait annoncé la Révolution française. Si vous lisez l'an 2440, vous remarquez qu'en 2440, le roi Louis XXVIII règne sur la France. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'il avait vraiment vu venir les événements, mais je crois en effet que quelque chose se produit. L'utopie va désormais se mettre dans l'anticipation, c'est-à-dire dans l'avenir. La plupart du temps, il sera justement moins lointain. Et un autre truc se produit qui est non moins décisif avec le Code de la nature de Mably, avec Morelli, etc. L'utopie cesse d'être une spéculation des antipodes pour devenir un programme politique à réaliser. Bien. Et donc, c'est ici que, sous Louis-Philippe, se développe un discours de mise en accusation des utopies sanglantes, un procès de l'utopie comme se transformant de rêve qu'elle est en cauchemar si on devait jamais passer à l'acte. Et c'est ici que se produit justement quelque chose d'un peu rare, qui est l'apparition de ce qu'on peut appeler un nouveau genre littéraire. Or, tous ces mots, justement, n'ont pas de sens, ni littéraire. Donc on sait que le Saint-Empire romain de la nation germanique n'était ni saint, ni empire, ni romain, ni réellement germanique. De la même manière, un genre n'est généralement pas littéraire, et d'une certaine manière, il n'apparaît pas. Ce qui apparaît, et on peut dire régulièrement dans l'histoire, c'est le fait de la transposition parodique d'un genre canonique en quelque chose d'autre. Par exemple, le roman naît le jour où l'anonyme qui écrit Lazarillo de Tormes va imiter les biographies de Plutarque, qui étaient les biographies des sages, des grands capitaines et des princes de ce monde, pour l'appliquer à un picarro, à un petit délinquant misérable, c'est-à-dire, c'est typiquement l'acte même de la parodie, va transposer du sublime au trivial. Quelque chose arrive donc sous le règne de Louis-Philippe, et ce quelque chose tient à la réaction envers les doctrines socialistes qui se sont répandues sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire les doctrines de Charles Fourier, de Saint-Simon, d'Étienne Cabet, de Jean-Guillaume César Alexandre Hippolyte baron de Colin de Ham. Je cite son nom pour marquer l'effet de l'oubli. Colin de Ham est l'auteur d'une science sociale en 19 volumes. Donc, ça aurait pu laisser une trace dans ce monde, et il est de toute évidence que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, la réaction envers les doctrines socialistes, qui n'ont pas encore passé à l'acte, elles vont passer à l'acte en 1848, avec la révolution de février, fait apparaître cette chose qui n'est pas très fréquente, littéraire ou pas, qui est l'apparition d'une manière d'écrire nouvelle, d'une nouvelle manière de regarder, de dire des choses sur le monde, qu'on peut appeler la dystopie. Que vous les appeliez dystopie ou anti-utopie, ça importe peu de distinguer du moment qu'on se met d'accord sur une définition. Et je vous propose une définition toute simple. L'anti-utopie ne consiste pas à représenter fictivement un monde qui serait à tous égards pire que le monde empirique de l'auteur et du lecteur, et consiste à représenter un monde où il y a une discordance béante entre l'idéologie officielle de cette société placée dans l'avenir et l'expérience du héros. Et de ce point de vue-là, en effet, la dystopie est un roman. Les utopies ne sont pas des romans, ce sont des guides Michelin. C'est-à-dire, il n'y a pas de personnage dans l'utopie de Thomas More, on va d'une ville à l'autre, on montre les règlements, etc. Mais les dystopies, il y aura toujours un personnage, y compris chez Huxley et Orwell, et il y a un personnage dans la mesure où ce personnage se trouve constamment affronté entre le discours et la propagande de Big Brother et la réalité misérable de la société dans laquelle le personnage essaye d'évoluer. Et donc, les premiers romans qui vont paraître vont extrapoler des doctrines de l'époque, c'est-à-dire du saint-simonisme, du fouriérisme, du communisme de Cabet, car le mot communisme à l'époque
c'est pas l'anonyme auteur à Londres d'un manifeste der Kommunistischen Partei, qui s'appelle Karl Marx, que personne ne connaît, c'est Étienne Cabet, l'auteur du Voyage en Icarie, on parle communisme icarien. Alors il y a toute une série de textes que je pourrais vous citer, je m'amuserai à faire de l'érudition si ça vous amuse aussi, mais tout ce qu'on peut constater d'abord, c'est que le genre de l'anti-utopie est apparu un bon siècle avant Brave New World de Aldous Huxley et avant Orwell et son 1984, qui, comme vous le savez, permute les dates, c'est 1948, la date de parution, et de façon tout à fait datable, l'utopie naît avec un écrivain lui aussi oublié, mais tout à fait notoire en son temps, Émile Souvestre, en 1846, dans un roman, un texte de fiction, intitulé « Le monde tel qu'il sera ». Alors, l'anti-utopie se présente, comme vous le voyez, j'insiste là-dessus, comme une contrepartie polémique du genre même des utopies politiques et doctrinaires qui avaient émergé dans la société de Louis-Philippe, c'est-à-dire, il faudrait prendre aussi des heures à la rencontre de deux choses. La conception dite bourgeoise du progrès, qui vient de Condorcet. L'idée de progrès ne consiste pas à dire ça progresse, les ordinateurs deviendront plus gros, etc. L'idée de progrès est essentiellement que le progrès scientifique et technique converge sur un progrès moral. C'est essentiellement cela. Il y aura un progrès des mœurs qui est porté et qui favorise le progrès des sciences et des techniques. Et une autre chose qui, elle aussi, a une histoire et aussi c'est plusieurs heures d'exposé, qui est la conception qu'on appellera un jour socialiste d'une évolution à la fois fatale et souhaitable vers un état de société égalitaire, c'est-à-dire d'une société organisée en vue d'une plus grande justice et d'une plus grande rationalité des rapports sociaux. Et face à ces deux utopismes qui sont présents en conflit dans les temps de la Restauration et de la monarchie de Juillet, les premiers textes vont se présenter comme une protestation littéralement réactionnaire, c'est-à-dire une protestation qui va disjoindre radicalement. Ça nous paraît tellement évident, mais il faut se mettre en... Disjoindre l'idée de progrès technique et l'idée de progrès moral. C'est-à-dire justement suggérer que le progrès technique n'est pas du tout porteur d'un progrès des mœurs, et d'autre part va montrer comme antagoniste, là aussi c'est plusieurs heures de réflexion ou même des livres de centaines de pages, d'y joindre le grand antagonisme du XIXe siècle, c'est-à-dire le besoin d'épanouissement de l'individu, la liberté individuelle et les principes d'une rationalité collective imposée par un État quel qu'il soit. Et l'anti-utopie va se construire en effet d'emblée autour de deux ou trois images qui se viennent des catachreses figées, l'image de la ruche et l'image de la termitière. La société de l'avenir, ce sera une ruche, une termitière. Les anarchistes répéteront, non pas ce sera le goulag, mais ils répéteront justement, les anarchistes en conflit immédiat avec les socialistes, répéteront ce sera le socialisme du couvent et de la caserne. C'est ça que vous voulez, vous, les marxistes de Jules Guesde, etc. Vous voulez le socialisme de la caserne. Tout de suite, en effet, la chose qu'on appelle socialisme se divise avec Proudhon en un socialisme anarchisant, tout à fait hostile au socialisme qu'ils vont appeler autoritaire. Et donc j'arrive avec mon premier make. Au XIXe siècle, le témoin de l'avenir est très généralement un voyageur temporel. C'est ce que vous avez dans les utopies positives de Looking Backward de Bellamy ou de Morris de News from Nowhere. C'est un témoin temporel qui est emmené dans l'avenir où il va voir ce qu'est devenue la société dont il attend, parce qu'il est un progressiste témoin, dont il attend des tas de choses. Et donc,
Le premier roman que je vais citer, que vous pouvez lire sur Gallica, si ça vous amuse, du reste, c'est Le monde tel qu'il sera. C'est un moraliste, un conteur breton, et en réalité vendéen, chouan, très hostile déjà à la démocratie et à la révolution, et qui jouit du reste à l'époque d'une certaine notoriété, mais ne s'est jamais aventuré dans le genre que je vais illustrer. Cioranescu, dans L'avenir du passé, a raison, c'est la société de l'an 3000, et dit Cioranescu, Souvestre voit l'an 3000 sous des couleurs ressemblant à celles de Huxley et d'Orwell. Il a raison en effet parce que le genre s'impose tout d'un bloc. Il s'impose tout d'un bloc avec des constantes narratives et cognitives qui vont rester les mêmes pendant plus d'un siècle. Alors on nous montre au début, je vous le résume parce que le citer sera plus amusant de temps en temps que de vous résumer l'affaire, on nous montre un jeune couple d'amoureux dans une gentille mansarde à Paris, ils s'appellent Marthe et Maurice, qui sont épris des idées de Saint-Simon et de Fourier et qui voient l'avenir en rose. Je le cite. Maurice étudia les socialistes, Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, Swedenborg. À les entendre, chacun d'eux possédait la contrepartie de la boîte de Pandore. Il suffisait de l'ouvrir pour que toutes les joies prissent leur volée parmi les hommes. Le désespoir seul restait au fond. Maurice souposa l'une après l'autre les boîtes magiques, souleva les couvercles, regarda au-dessous. Et donc c'est un jeune couple romantique qui s'endort. Alors c'est toujours le vieux thème de la légende dorée, c'est les personnages qui s'endorment et se réveillent non pas le lendemain, mais un siècle plus tard, ou même un millénaire plus tard dans l'espèce, et il est réveillé, le couple, par un agent venu de l'avenir qui s'appelle Mr. John Progress. Mr. John Progress est un Américain, et là aussi un livre à écrire sur la représentation de plus en plus lugubre de l'Amérique comme incarnation d'un futur abominable qui menace la France, avec des exceptions. La plus évidente est celle de Jules Verne. Tous les personnages positifs de Jules Verne sont des Américains, et seuls Michel Ardan et quelques autres sont des Français qui sont des cons. Bien, alors, donc ils sont réveillés dans l'avenir, et la Terre entière est devenue un seul État, la République des intérêts unis. Et en effet, cette République des intérêts unis cumule à la fois les idées socialisantes de l'époque et les idées de progrès technologique, etc. Et il y a là des tas de trucs qui ont marqué le XIXe siècle, particulièrement du côté de l'urbanisme. Dans 5 minutes, j'arrive au Paris d'Haussmann sous Napoléon III et aux impressions d'horreur que Haussmann va laisser dans les témoins des destructions de tout le centre de Paris, puisque ce que vous appelez le Paris qui plaît tellement aux touristes est le résultat de démolitions massives des grands boulevards, de l'avenue de l'Opéra, etc. Bien. Alors, voilà le centre de la capitale du monde qui se trouve à Bornéo, ce qui n'est pas très mal trouvé non plus. Cette capitale mondiale, il y a une place centrale. C'était une place à laquelle venaient aboutir toutes les rues de la capitale. Elles étaient ornées de 50 bornes fontaines et de 200 becs de gaz épurés. Oui, becs de gaz, on dirait, c'est pas très fameux 1000 ans plus tard. Le musée, la bibliothèque, le théâtre national et la chambre des représentants l'encadraient de leur façade. Tout autour rayonnaient les rues, formant une ligne droite de plusieurs lieues, composée de maisons quadrangulaires, tellement semblables que leur numéro seul pouvait les faire distinguer. C'est une représentation qui va revenir constamment à travers le XIXe siècle, et on y rencontre des choses que le lecteur du XXIe reconnaît pour des gratte-ciel, c'est la description du bâtiment. C'était un vaste parallélogramme blanchi et percé d'étroites fenêtres qui rappelaient assez bien par la forme une cage à poules de gigantesques dimensions. L'académicien, c'est M. Progress, s'aperçut de la surprise de ses hôtes et sourit d'un air satisfait. De votre temps, les maisons ne se bâtissaient point ainsi. Pas précisément, répondit
Maurice. Il y a aussi, je pourrais faire d'autres citations qui vous amuseront, toutes les maisons sont branchées sur l'Internet et sur le Wi-Fi. C'est tout à fait une boîte dans laquelle des conduits établissaient au moyen d'une vie de la distribution à domicile des nouvelles. Enfin, c'est pas trop mal trouvé. Et vous pouvez remarquer des usines à bébés, les machines où on fabrique des bébés, etc. Au fond, si vous voulez, ce n'est pas encore l'équation Marx égale Goulag, mais c'est déjà l'équation Saint-Simon égale la République des intérêts unis, et cette République mondiale a une devise qui n'est certainement pas ni liberté, égalité, fraternité, ni e pluribus unum, c'est tout à la vapeur. Bien. Alors, prenons 2 ou 3 détails qui vont revenir surtout au XIXe siècle, c'est cela qui m'intéresse. Le premier, c'est la disparition de l'amour. L'amour est remplacé par un régime, une agence matrimoniale de prostitution universelle. Et toute jeune fille se promène dans les allées piétonnières de la ville en portant en écharpe leur adresse et le chiffre de leur dot. On a une manière. Donc. Par ailleurs, et ça sera aussi un autre livre à écrire, je vous le recommande, une des pires horreurs de l'avenir, c'est que le féminisme va triompher. Le féminisme va triompher, et du reste, un mouvement féministe a organisé une déclaration qui s'appelle Déclaration des droits de la femme libre, dont l'article 1er énonce « Dieu sera désormais du genre féminin, vu sa toute-puissance et sa perfection ». Après, ça s'aggrave. Et donc, je termine sur parce que j'en ai plein d'autres à voir. Donc, le roman se termine par la dépression nerveuse du jeune couple romantique et progressiste. Marthe et Maurice demeurèrent le cœur navré. Tous deux pleuraient sur ce monde où l'homme était devenu l'esclave de la machine, l'intérêt le remplaçant de l'amour, où la civilisation avait appuyé le triomphe mystique du chrétien sur les 3 passions qui conduisent l'âme aux abîmes, et tous deux s'endormirent sur ces tristes pensées. Et donc, il y en aurait des dizaines d'autres à vous citer. Par exemple, bien sûr, la révolution de 48 va provoquer en France, 48-51, après c'est le président de la République qui, peut-être anticipant, le président de la République devient empereur sous le nom de Napoléon III, mais la Révolution de 48 provoque toute une série de romans, et qui se sont des romans à la Bouvard et Pécuchet, c'est-à-dire des personnages un peu bêtes, un peu naïfs, qui vont explorer les différents clubs fourriéristes, cabétistes, saint-simoniens, etc., et vont donc de déception en déception. Enfin, ils passent comme Bouvard et Pécuchet d'un moment d'enthousiasme à un moment de déception et de dégoût total, particulièrement Louis Raybaud, qui publie Jérôme Patureau à la recherche de la meilleure des républiques. Là aussi, je vous recommande de le lire parce qu'il montre très bien, particulièrement, c'est Raybaud qui révèle l'archibras de Fourier, c'est-à-dire le fait qu'avec l'instauration du socialisme, il vous poussera une queue rétractile de 27 mètres avec un œil au bout. Et c'est cette idée de Fourier qui, quand même, plonge les bourgeois sobres dans un état de consternation considérable. Je passe donc sur toute une série de romans qui, sous le Second Empire, accompagnent de leur sarcasme les bouleversements urbanistiques d'Haussmann. Car Haussmann apparaît réellement comme la coupure qui va faire il faut bien rappeler que la France a une très longue histoire d'horreur du changement, peut-être rassurant par les temps qui courent, qui est qu'il y a par exemple une anthologie à écrire de tout ce qu'en 1889 on a pu écrire, particulièrement les écrivains, sur la Tour Eiffel, dont ils pétitionnaient pour qu'on la batte rapidement après l'exposition, tellement elle était laide. Et donc, je passe sur Paris Nouveau, Paris Futur de Fournel, le Paris Futur de Méry, etc. Et j'arrive à La Cité Nouvelle, qui est un ouvrage anonyme de Fernand Giraudot. Ça aussi, ça mérite la lecture, ça se laisse lire d'une certaine manière, parce que là aussi, c'est un voyageur temporel qui est venu du XIXe siècle, qui se trouve au XXe. Cette fois-ci, on n'a pas
on n'est plus des millénaires d'avance, l'écart se rétrécit. Et au XXe siècle, on voit à la fois le triomphe conjoint des trusts internationaux et des syndicats. La tyrannie totale des bureaucraties d'État, la persécution de l'Église séparée de l'État en 1950, une médecine sociale bureaucratique et incompétente, l'avortement libre bénéficiant de publicité dans les journaux. Il faut vraiment voir ici, sur le plan de l'histoire des idées, qu'est-ce qui apparaît comme l'horreur absolue, triomphe du féminisme certainement, mais l'avortement, ça c'est dur. Et il y a une circulation automobile avec des véhicules électriques de marque Smash All, c'est écrabouille tout, où on écrase parfois les enfants, mais ça ne fait rien, il suffit de payer avec une carte de crédit et puis on repart, etc. Et ça recommence une fois avec une description lugubre de la ville future. Cette rue noire était formée par des constructions en briques et en fer qui comptaient 25 étages. Elles étaient toutes bâties sur le même modèle et pas un ornement n'égayait leur triste façade, etc. Je vous passe là-dessus. Ce qui est très intéressant aussi, et longuement développé chez Giraudot, c'est la littérature de l'avenir. La littérature de l'avenir, d'abord, est rédigée dans une sorte d'argot absolument répugnant. Les titres des grands romans à succès en 1950 sont « L'ivrogne gâteux », « Les 22 cadavres pourris », « Je viole ma fille » et « Un cube et succube ». Bon, très bien. Et je ne peux pas vous projeter l'orthographe, car l'orthographe a totalement disparu. L'orthographe dans le camp 15, quand 15 arriva au 7e, un cadavre pourri, il s'assit dessus pour comploter. Donc, si vous ouvrez le journal, vous pouvez trouver de grosses annonces en page 3, aux jeunes filles qui ont trop aimé et qui en redoutent les conséquences, le citoyen, etc., 67 9e rue, maison 111, a constaté que l'amour fatigue l'estomac, les pastilles qu'il offre mettent à l'abri de cet inconvénient. Les personnes qui sont dans une situation intéressante doivent fuir ces pastilles qui auraient pour effet de mettre rapidement et sans que nul ne puisse s'en apercevoir un terme à leur grossesse. Bon. Très bien. J'en passe encore plein d'autres. J'arriverai dans 10 minutes à ma synthèse. J'arriverai au XXe siècle d'Albert Robida. En 1883, on a avancé. D'abord, on a souvent considéré dans la commentaire naïf de la science-fiction, Robida comme étant le grand maître de la conjecture d'anticipation. En effet, d'une certaine manière, et c'est une vraie question, encore une fois, d'histoire des idées, qui est quel genre de raisonnement aboutit à penser à peu près juste. Quand Robida décrit les plages de la Bretagne, il faut voir ce que c'était la Bretagne à l'époque, les plages avec entièrement du béton et des gratte-ciel sur le front de la plage et des grands hôtels, on ne peut pas dire qu'il ne voit pas quelque chose, non pas pour nous, mais dans son temps, c'est-à-dire il voit des trucs, et surtout il a, comme on le sait, inventé la télévision ou téléphonoscope, téléphonoscope parce que de toutes les choses horribles que Robida peut se représenter, la seule qui lui paraisse au-delà de la déchéance totale, ce serait homosexuel ou monoparental ou télévision, c'est-à-dire un bout de grec et un bout de latin mis ensemble pour former un mot immonde. Donc il a raison de dire téléphonoscope. Et donc le téléphonoscope. Alors la scène du téléphonoscope mérite d'être lue. Parce que l'héroïne, il faut la trouver, a été élevée justement, elle était orpheline, elle est recueillie par son oncle à Paris, mais elle a été élevée chez des religieuses au fin fond de la Bretagne, qui est encore une province assez retardée, donc elle ne connaît pas les nouveautés, alors elle est dans sa chambre où elle vient d'arriver à Paris. Malheureusement, le téléphonoscope se déclenche à 2h du matin et on entend le téléphonoscope qui dit Ferbana, 11h du soir. Sa Majesté le roi de Sénégambie vient d'être assassiné.
des bombes à la dynamite et des torpilles électriques ont été lancées sur le palais comme le roi venait de rentrer avec ses femmes d'une représentation des Huguenots à l'opéra sénégambien. En ce moment, des détonations épouvantables se succèdent avec rapidité, jetant la terreur dans la ville. Sa Majesté a été tuée par la première bombe. Le palais est en flammes. Alors elle essaye de fermer le téléphonoscope et qui se redéclenche pour annoncer des nouvelles encore plus pénibles. Par ailleurs, Robida est féministe. Il est féministe à sa manière. Par exemple, la jeune fille va pouvoir, à Paris, faire des études de droit. Tout le monde sait que les femmes sont un peu verbomotrices, ont la langue bien pendue, donc elle va devenir avocate et fera une brillante carrière, tandis que sa tante, la femme du banquier Pinto, est députée féministe à l'Assemblée nationale, et tout ça va très bien. Évidemment, ce que je veux dire, la science-fiction n'est aucunement et n'a pas d'intérêt si elle est une prophétie réussie, c'est pas ça que je veux dire, mais Robida a vraiment du charme, il est très drôle, il a vu l'information sensationnaliste à outrance, il a vu surtout, et dans la guerre infernale avec Giffard, les guerres mondiales se transformant en génocide délibéré avec des milliers de cadavres empilés et détruits aux lance-flammes, ce qui ne manquait pas d'un certain pessimisme. Il a très bien vu le fast-food remplaçant la cuisine mijotée de la France traditionnelle, mais surtout, ce qui est le plus drôle, tout le monde le relève, il a vu qu'en 1953, et non pas en 1968, il y aurait une grande révolte étudiante dans les rues de Paris. Les étudiants vont dresser des barricades et les médias vont faire un concours de la plus belle barricade. Alors les journaux et le téléphonoscope va photographier les belles barricades étudiantes et va donner, je peux le citer, le comité central voulant signaler la révolution étudiante de 1953 par une innovation inaugura sur la ligne des boulevards la première exposition universelle et internationale de barricades. Cette exhibition si intéressante et si pittoresque, etc. Il a très bien vu, avec le racisme naïf de l'époque, l'indépendance des colonies d'Afrique, toutes transformées en royaume ou en république, selon les cas, avec des parodies barbares, des nègres, des parodies de parlement, dont on nous montre les séances agitées à Tombouctou, enfin, pas moins agité qu'en France. Il a très bien vu le rewriting des tragédies de Corneille avec interpolation au 5e acte de mime et d'acrobatie, etc. Et la jeune fille qui est devenue avocate est très favorable d'idées humanitaires qui réforment les institutions pour criminels et les bagnes en ne faisant de confortables villégiatures pour leur réhabilitation. Il y a 2 ou 3 idées, mais comme vous voyez, Robida n'est pas vraiment conforme au modèle que j'esquisse de l'anti-utopie. L'angoisse totalitaire lui manque, d'une certaine manière. La société du XXe siècle qu'il dépeint est grotesque et ridicule, mais l'homme, il reste pareil à ce qu'il a toujours été, l'homme et la femme, jobard, vaniteux, brouillon, esclave de ses passions, amateur naïf de progrès divers, dont il essaye de se convaincre qu'ils sont tous excellents et heureux. Donc je passe sur des tas de trucs et j'aurais pu vous développer la notion de raisonnement par autophagie. C'est une vieille conception d'Aristote qui consiste à dire qu'un raisonnement est mauvais dont les conséquences ultimes sont déplorables. Or, toutes les dystopies sont des raisonnements par autophagie. Elles essaient de dire que c'est très bien sur papier les idées de Fourier et de Saint-Simon, mais que fatalement, si on passe à l'acte, ça va entraîner des conséquences et justement entraîner une société répressive, policière et totalitaire. Je passe aussi sur le fait qu'il se prendrait encore une heure d'un genre concomitant qui naît vers 1870, surtout en Angleterre, puis sur le continent, le roman des guerres futures, le Future War Novel, le roman des guerres futures qui a été étudié par A.F. Clarke. Particulièrement, je vous le recommande parce que un seul humain a parvenu à détruire en fiction
plus que la population de la Terre tout entière. C'est un Français, le Émile Drian, le gendre du général Boulanger, qui signait capitaine d'Henri, et donc qui a, pour la jeunesse, écrit un nombre extraordinaire de romans de guerre mondiale. Je vous recommanderai pour aujourd'hui L'Invasion noire, où on a un récit de la djihad qui s'attaque à la France et à l'Europe parce que, selon les Moudjahidines, la France est pourrie dans ses mœurs, pourrie dans sa religion, et donc qu'il s'agit de recréer un califat islamique à la place de la République française. Pas mal comme idée. L'islam, je vous l'annonce, sera cependant anéanti devant Paris, dont l'islam fait le siège. Et vous avez aussi en prime une révolution socialiste mondiale, la révolution de demain, 1909, qui elle aussi est arrêtée et détruite in extremis. Autre genre sur lequel on pourrait parler, qui est tout à fait connexe, c'est le récit du dernier homme. Le Last Man de Mary Shelley en est un exemple, c'est-à-dire, de même qu'il y a eu Adam et Ève, il y aura un jour, le soleil s'éteint, l'humanité s'effondre, etc. Il y aura les deux derniers humains. Hein. Et dans le cas présent, c'est Omega Resideria, il y a plusieurs versions en français, en allemand, en anglais. Omega est à Paris, il envoie des emails sur toute la planète pour voir s'il y a encore d'autres humains vivants. Il reçoit un mail de Sideria, qui est au Brésil, et il s'échange par mail sur la question, est-ce qu'on se rencontre et est-ce qu'on recommence l'humanité ? Ou est-ce qu'on ne déciderait pas que ça suffit, qu'on met la clé sous la porte, ce qui est une histoire un peu triste. Donc vous lirez Le Dernier Homme de Cousin de Granville, paru en l'an 14, c'est-à-dire en 1805, et qui est mis en vers par Creuset de Lesseps. Bon, il y en a encore pas mal d'autres, mais le nouveau choc culturel, c'est en effet la création de la Deuxième Internationale en 1889-1890. C'est-à-dire le sentiment qui va occuper Lombroso, Siegel, Gustave Le Bon, etc., que d'une certaine manière, il est fatal que le socialisme révolutionnaire s'empare prochainement d'un pays quelque part sur la planète et fasse une sorte de démonstration sanglante de l'impossibilité de créer une société collectiviste qui soit à la fois humaine et qui ne soit pas sanguinaire. Et c'est ici que va apparaître probablement un des très grands effets européens de dystopie des années 1890. C'est le livre d'Eugène Richter. Richter, c'est un livre en allemand d'abord, qui va être non seulement traduit mais transposé dans toute l'Europe. Il s'appelle en allemand Sozialdemokratischen Zukunftsbilder, c'est-à-dire une image de l'avenir social-démocrate. Les Allemands disaient social-démocrate pour le parti de Liebknecht et de Bebel, donc image de l'avenir socialiste. En France, il va être transposé, mais l'action ne sera pas à Berlin, mais à Paris. On change les noms des personnages sous le titre « Où mène le socialisme ?» Là aussi, je dirais, donc il est littéralement à la fois lu, traduit, remodifié dans toutes les langues de l'Europe. Et il s'agit d'un succès de librairie absolument impressionnant. On vend 250 000 exemplaires en allemand dans les 4 premiers mois de la parution du livre. Le mec Richter est un député libéral au Reichstag. Et il va être traduit dans toutes les langues d'Europe, en anglais et en français spécialement. Et les socialistes sont absolument indignés en essayant de montrer, je cite, combien est peu fondée cette affirmation de Richter qui consiste à dire que l'État socialiste sera tyrannique au suprême degré. Donc le roman va paraître en français et voilà l'histoire. C'est le journal intime d'un ouvrier relieur de Berlin qui est d'abord enthousiasmé parce qu'il est socialiste, par la prise de pouvoir des socialistes à la faveur d'élections, avec quelques épisodes un peu agités,
mais qui est bientôt poussé au désenchantement, à l'angoisse et au désespoir à mesure que le régime socialiste s'organise selon ses principes, puis dérape fatalement dans la répression et la terreur. La monotonie de la vie nouvelle, la servitude physique et mentale, l'impossibilité de tout progrès personnel, le favoritisme, le coulage, le régime policier, la décomposition de la vie familiale, enfin, tout ceci va être décrit en 200 pages, qui déprime le narrateur. Les bourgeois allemands qui l'ont pu ont fui en Angleterre et en France, où ils s'agitent pour convaincre les gouvernements voisins d'attaquer l'Allemagne socialiste. La plupart des artistes et des écrivains sont partis aussi, et pour la bonne raison que le régime est devenu extrêmement porté à la censure du théâtre et de la littérature. La production chute à la verticale, le coulage et les magouilles sont généralisés, les produits de première nécessité viennent rapidement à manquer, enfin c'est Caracas 2017, hein, et les trafics des bons du travail, puisqu'on a supprimé l'argent par des bons du travail, a engendré une délinquance rampante. La dénonciation du travail au noir est encouragée par la police, tandis que le régime doit se maintenir par des mesures de plus en plus autoritaires. Quant au théâtre, oui, c'est une prophétie du XIXe siècle qui est la mort de l'art. L'avenir, quel qu'il soit ultra-capitaliste ou ultra-socialiste, l'avenir verra la mort de l'art, et voilà la description des théâtres de Berlin après la Révolution. Naturellement, on ne joue dans tous les théâtres que des pièces qui glorifient le nouveau régime et qui renouvellent d'une manière très vivante le souvenir de l'infamie des exploiteurs et des capitalistes d'autrefois. À vrai dire, ça paraît à la longue un peu monotone, mais ça fortifie les bons sentiments, ce qui est tout de même nécessaire. Quand ça continue, etc., le récit va se terminer par l'effondrement du régime au milieu d'une guerre civile jointe à un conflit international. Je vous cite la dernière phrase du journal intime de l'ouvrier. On dit qu'il y a eu des combats malheureux dans la Prusse orientale, c'est-à-dire du côté de Königsberg, et en Alsace-Lorraine. Nos troupes, mal nourries et mal vêtues, n'ont pu faire une longue résistance malgré toute leur bravoure. La révolte de Berlin devient de plus en plus générale. Elle triomphe sur toute la rive droite de la Spree et sur cette rive dans les quartiers des faubourgs situés au-delà du canal de la Landwehr. Tout ceci n'est peut-être pas si mal trouvé. Donc il y a une série de versions françaises où tout est transposé à Paris, et il y a même une version belge qui s'appelle « La Belgique républicaine ou les socialistes au pouvoir », que je vous recommande également. J'en dirai un mot d'un tout dernier, simplement pour vous dire, il faut aller le lire, je sais. C'est Les naufragés du Jonathan, de Jules Verne, ou plutôt... il faudrait faire un petit effort il n'est pas vraiment de Jules Verne, il s'agit d'un manuscrit de Jules Verne retravaillé, comme tous ceux après la mort de Jules Verne, par son fils Michel Verne. Mais l'idée est assez remarquable, parce qu'elle part d'une donnée vraie, n'est-ce pas? C'est un prince européen a décidé de quitter la cour de Vienne, etc. Il est d'esprit anarchiste et de se couper de l'humanité, et il est allé vivre en Magellanie, au Cap Horn, où il espère qu'il va avoir la paix. Et le pauvre homme, le pauvre anarchiste qui s'appelle Kauger, aurait la paix si malheureusement un cargo mixte français ne faisait naufrage, et sur ce cargo, il y a une bande de marxistes-guédistes, qui décide donc là-bas au Cap Horn, il fait un froid de canard, de créer, en dépit des résistances, donc Kauger fait ce qu'il peut pour sauver les malheureux naufragés et constate l'instauration d'un régime marxiste donc du côté d'Ushuaia, dans le sud de l'Argentine. Tout ceci mériterait des commentaires, et voici ce qu'écrit apparemment Jules Verne, remanié par son fils. Le socialisme, cette doctrine dont la prétention ne va à rien moins qu'à refaire la société de la base au fait, n'a pas le mérite de la nouveauté.
Après beaucoup d'autres qui se perdent dans la nuit des temps, Saint-Simon, Fourier, Prudhoe et Tutti Conti sont les précurseurs du collectivisme. Des idéologues plus modernes, tels que Lassalle, Karl Marx, Gued, n'ont fait que reprendre leurs idées. Aucun d'eux ne veut tenir compte des contingences de la vie. Leur doctrine réclame une application immédiate et totale. Je vais m'arrêter ici et essayer de conclure. D'abord, il y a une longue histoire qui est en fait d'ordre qui est liée aux différents traumatismes politiques que subit la bourgeoisie et la classe lettrée à travers le XIXe siècle, et donc d'une certaine manière la conjoncture des années 30 et 40 dans lequel Huxley, le premier, avec Brave New World, qui est un écrit très différent dans son orientation de 1984, et puis Orwell qui a assisté au progrès et aux violences du stalinisme au cours de la guerre d'Espagne, se trouve face à quelque chose qui était imprévisible d'une certaine manière, qui est les utopies qui sont passées à l'acte. Elles sont passées à l'acte, et donc on a un retour d'utopie, et on a par la suite, d'une certaine manière, le fait que la dystopie, à mon avis, finit par ne plus se distinguer de la science-fiction dans la mesure où, chez Ursula Le Guin, chez Philip K. Dick, chez Sam Delaney, dans tous les grands écrivains américains des années 60 et 70, d'abord l'avenir à court terme apparaît sous des aspects tellement noirs, lugubres et répressifs qu'on peut dire que la différence qui avait été maintenue très longtemps disparaît. Je pourrais vous raconter toutes les dernières phrases, c'est-à-dire d'abord Zamyatin, qu'il faut lire, le Mi de Zamyatin, c'est-à-dire nous autres, dans les années 1920, suivi de Huxley, et j'aurais terminé en vous parlant de Brave New World Revisited, c'est-à-dire le texte qui n'est pas du roman, l'essai dans lequel Huxley fait en quelque sorte le bilan dans les années 60 et de son œuvre et de son rapport avec Orwell. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je suis en tout cas disposé à bavarder un peu avec vous maintenant là-dessus. Merci.